Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire télévisé, vidéo du Courrier des Stratèges. On vous explique ce qui est important dans l'actualité cette semaine. Et nous allons essentiellement parler de Donald Trump, la tentative d'assassinat, les élections américaines, l'environnement, le contexte de ces élections. Bien entendu, mais nous allons tout de suite vous faire une petite information que vous avez sans doute eue, c'est la démission de Thierry Breton de la Commission européenne. On va en dire 3 mots, mais avant tout ça, je vous rappelle les grandes choses importantes et notamment le lancement de notre chaîne podcast sur Ocha. Vous trouverez dans l'article Courrier des Stratèges le lien. Donc rendez-vous sur le Courrier des Stratèges, le lien vers la chaîne Ocha avec les podcasts où se produiront à l'avenir Thierry Messant, Édouard Husson et moi-même, où nous parlerons d'actualité internationale, mais très ciblée. Nous allons faire un numéro, non pas ce mercredi, mais le mercredi suivant, parce que nous restons sur un rythme quinzomadaire. Nous allons faire un numéro consacré à la trilatérale avec Thierry Messant, avec Édouard. On va tout vous dire sur la trilatérale et sur les soft power dans le monde. Est-ce qu'ils nous contrôlent tous? Est-ce qu'ils dirigent tout? Est-ce qu'ils décident de tout? Si oui, comment? Rendez-vous donc sur ce podcast sur la chaîne Ocha. Et puis nous allons d'ici là alimenter la chaîne podcast avec des informations régulières. Et puis n'oubliez pas de vous abonner au fil Telegram du Courrier des Stratèges. C'est ici. C'est gratuit et en plus c'est 7 jours sur 7, 24/24 avec des informations urgentes, des breaking news lorsqu'il y en a à sortir, comme par exemple sur la démission de Thierry Breton que vous allez voir aborder dans le Courrier des Stratèges. Et puis n'oubliez pas bien entendu de vous abonner à la chaîne Patrimoine. Nous y suivons toute l'évolution notamment des projets fiscaux du gouvernement Barnier qui arrivent. Ces projets risquent de modifier quelque peu votre niveau de taxation. Donc rendez-vous sur cette chaîne. C'est sur YouTube, c'est aussi sur le Courrier. Si vous n'êtes pas encore abonné au Courrier, pensez-y, 9,90 € par mois. Ça se fait en quelques clics, quelques secondes. Voilà, ça c'était les informations générales. On dit quelques mots sur Thierry Breton, Édouard, et sur sa démission un peu surprise de la Commission européenne. Alors, sa démission de la non-Commission européenne, puisqu'il n'était pas encore nommé, pour être exact. C'était la question de son renouvellement. Est-ce qu'il allait être de la nouvelle Commission Ursula von der Leyen? On n'a pas beaucoup d'explications pour l'instant, à part une lettre dans laquelle il annonce qu'il n'est pas candidat à un nouveau mandat. On peut penser que Ursula von der Leyen a trouvé Thierry Breton encombrant pendant les 5 dernières années. Ils se sont beaucoup disputés. Ils se sont énormément disputés. On soupçonnait, c'était pas une accusation, on soupçonnait Thierry Breton de vouloir prendre la direction de la Commission européenne à la place d'Ursula von der Leyen. Voilà, donc elle règle ses comptes. Pour autant, moi ce qui me fascine, c'est l'incapacité habituelle des Français à s'imposer dans les négociations et les bras de fer avec les Allemands. Parce que, je veux dire, si Thierry Breton avait pris les moyens de ce qu'il voulait, il aurait dû être à la place de Madame von der Leyen. Et visiblement, il n'a pas été très défendu par Paris. Maintenant, que se passe-t-il? Est-ce que Macron est trop faible pour le soutenir? Est-ce que Barnier veut l'avoir dans son gouvernement? C'est des questions, je pense, qui vont être clarifiées dans les jours qui viennent. Oui, parce que donc, pour faire le point dans les procédures, processus, etc., ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Ursula von der Leyen sera présidente de la Commission. Elle a été validée cet été. Il lui restait à constituer le reste de la Commission. Et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il y a des blocages de partout. Alors notamment, Ursula von der Leyen voulait des femmes. Et puis elle n'en avait pas assez en bout de course pour faire sa commission. Donc il y a notamment des débats interminables avec la Slovénie, 2 millions d'habitants qui bloquent. Alors officiellement, on reporte sur la Slovénie la responsabilité du retard dans la constitution de la nouvelle commission. Heureusement que le Liechtenstein n'est pas dans l'Union européenne. C'est lui qui payerait.
Et tu vas voir, quand la Flandre sera indépendante, vous n'allez pas vous amuser, les mecs. Et donc, il y a des retards, exactement comme pour le gouvernement en France. On sent bien que la machine se grippe, que ça ne roule pas comme avant. Et il est plausible que, dans le même temps, Michel Barnier ait l'idée de remplacer Thierry Breton par une femme. Alors, on ne fait pas le point aujourd'hui sur les discussions Barnier, parce qu'en plus, personne ne sait réellement. Mais circule l'idée que Valérie Pécresse serait dans le gouvernement Barnier, mais elle pourrait aussi faire une très bonne commissaire. Il paraît, selon le camarade Breton, que la France, en échange du retrait de Thierry Breton, va obtenir un poste plus influent, ou en tout cas un portefeuille plus influent au sein de la Commission. On va voir ce que ça donne, mais ça pourrait être Valérie Pécresse qui soit désignée à la place. Et Breton vient à Bercy, ça peut être un arrangement de ce type. Donc on va voir dans les jours qui viennent. Pour l'instant. À Bercy où il a déjà été. À Bercy où il a déjà été. On va voir, on vous tient au courant, abonnez-vous au Courrier des Stratèges, on va suivre ces affaires de près. D'ici là, on ne peut pas en dire grand-chose de plus, mais on ne pouvait pas commencer ce journal sans parler des difficultés de constitution de la Commission européenne, qui sont un bon signe pour les souverainistes, si j'ose dire. Est-ce que je peux insister sur un point? Oui. C'est que j'ai vu beaucoup de réactions disant c'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression. Effectivement, Thierry Breton a voulu censurer Twitter, il a été derrière l'opération contre Durov et beaucoup d'autres choses. Mais tant que la Commission européenne existe, il y a quelque chose sur quoi il faut veiller du point de vue français, c'est à imposer des Français aux postes importants. Et le départ de Thierry Breton laisse une incertitude. Est-ce que Macron, Barnier arriveront à nommer qui ils veulent? Ça, c'est une première question. D'autre part, j'insiste sur quelque chose qui est important. Les Français sont mauvais pour placer les leurs au poste de directeur de cabinet des commissaires ou au poste de direction des grandes directions de la Commission européenne. C'est quelque chose, je crois, qu'il faut avoir en tête. Alors certains me diront, oui, mais vous faites le jeu de la Commission européenne, vous êtes fédéraliste. Non, je dis simplement, l'Union européenne existe, et si on veut limiter les dégâts, il faudrait que les Français sachent un peu mieux placer les leurs dans les commissions. Alors, je trouve que tu fais bien de soulever cette question, parce que c'est vrai que c'est toute la différence entre, j'allais dire, des propos de comptoir, des positions de slogan, où on est pour ou contre, les gentils, les méchants. Et puis Breton était un méchant, il a fait le Digital Service Act, etc. Et là aussi, il faut être naïf pour croire que c'est un commissaire qui impose à lui seul ce genre de texte. C'est toute une technostructure qui produit ce genre de texte. Mais c'est entendu, Breton, bien fait pour lui, c'était un méchant, etc., sans réfléchir plus loin. Or, le problème, quand on prend des responsabilités, et si nous, souverainistes, nous voulons accéder au pouvoir un jour, ou en tout cas participer à l'accession souverainiste au pouvoir, il faut avoir à l'esprit que le pouvoir, c'est pas mener le combat du bien contre le mal, ni se contenter de propos faciles, de propos de plateau où on est pour, contre et où on est dans la polémique. C'est d'abord concilier des contradictoires. Et qu'en réalité, toute notre difficulté dans le monde, c'est que nous sommes face, comme disent les psychologues américains, à des arbres de décision complexes. C'est-à-dire que la décision, c'est jamais 0 ou 1, bien, mal, pour, contre. La décision, c'est quelles sont les conséquences les moins dramatiques pour le choix que je vais faire, parce que chaque choix que je ferai sera imparfait et il y aura toujours quelqu'un, c'était pas bien, non, en fait, on doit choisir entre des choses contradictoires. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète, c'est que Ursula von der Leyen, dans sa politique de « je veux des femmes plutôt que des hommes », elle a demandé à un certain nombre d'États de reconsidérer les propositions de nomination de commissaires qui ont été faites. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir qu'elle a imposé à la France, visiblement, si on en croit Thierry Breton, elle a imposé à la France ce changement de pied. Ça traduit quand même le profond affaiblissement de la France dans l'ensemble européen et spécialement le profond affaiblissement d'Emmanuel Macron dans cet ensemble. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? On peut difficilement nous soupçonner d'être pro-Macron, je pense, mais en même temps, notre intérêt à long terme, c'est de ne pas être complètement broyé par une institution
à laquelle on a adhéré par des traités qui ne sont pas des traités qui datent seulement de 2007 ou d'époque récente, ce sont des traités très anciens. Nous sommes entrés dès les années 50, dès 1957 dans le traité de Rome, donc on ne peut pas faire abstraction du rôle que nous jouons dans l'Union européenne, même si certains aspirent à en sortir. Dans tous les cas, il faut faire ça proprement et intelligemment, et ça ne peut pas se faire en étant affaibli. Sortir d'une structure dans une situation d'affaiblissement, c'est toujours une mauvaise chose. Les grands Bretons en ont fait d'expérience. Là, on parlait du petit Breton. Et là, on parlait du petit Breton. Voilà, je me disais, il va rebondir dessus. Oui, il a rebondi. Bon, on vous en reparlera. Mais voilà, on va continuer, tiens, je vais continuer, puisque toi, tu es gentil, tu es un humaniste. J'ai toujours plein de commentaires. Ah, monsieur Husson, il est tellement bien. Monsieur Verhaeghe est tellement méchant. Donc, je vais continuer à mon rôle de méchant en soulignant les contradictions d'un certain nombre de souverainistes ou de gens qui se spécialisent dans le slogan sans se dire mais c'est plus compliqué que ça. Nous allons parler de Donald Trump. Alors d'abord, l'info du jour, vous le savez, on va parler de Donald Trump et des élections américaines. L'info du jour, c'est le fait qu'on a arrêté, que les services américains, le FBI, a neutralisé un tireur caché dans un buisson sur le parcours de golf de Donald Trump. Et si mes informations sont justes, ce tireur était doté d'une arme qui serait une Kalachnikov. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cet événement, Édouard ? Alors, on sait qu'effectivement, l'attentat présumé aurait été empêché. Si j'ai bien compris, il s'agit de quelqu'un qui a été identifié assez vite et que l'on connaît comme un activiste pro-ukrainien. Ça pourrait être cohérent puisque Trump a dit que son souhait c'était de mettre fin à la guerre d'Ukraine, donc on comprend qu'un activiste pro-ukrainien n'aime pas Trump. Ça ne veut pas dire qu'on comprend que quelqu'un cherche à assassiner un candidat qui est d'une opinion différente de la vôtre. Rappelons-nous, après le premier attentat contre Trump manqué, au mois d'août, on avait dit il y aura vraisemblablement d'autres tentatives. Et ça semble avéré. Là, il semble que le FBI et les services aient réagi plus vite que la dernière fois. Ça montre l'état de grande tension aux États-Unis, alors même, moi, je me suis tout de suite dit, tiens, d'un côté, les médias nous disent que c'est sûr pour Kamala Harris, il ne fait plus de doute, elle va écraser Trump. Et puis les médias européens. Les médias, voilà. Et de l'autre, il y a une tentative d'assassinat contre Trump, comme si finalement on se disait mais il faut l'arrêter, c'est pas possible, il est dangereux cet homme. Alors, il faut noter que les républicains, donc les gens du camp de Trump, ont une fois de plus déploré la violence du discours démocrate en disant mais si on en arrive là, c'est notamment parce que vous diabolisez Trump à l'extrême en annonçant qu'il sera le nouveau dictateur, le nouveau Hitler. Et donc ça, c'est une violence de la campagne aux États-Unis, et notamment une violence dans le discours des démocrates, qu'on mesure mal en Europe, puisqu'au fond, la soupe que le cartel des médias subventionnés nous sert, c'est la démocratie, c'est Kamala Harris. Trump, c'est un obscur idiot. On avait fait une analyse sur il a le niveau, un cerveau d'enfant de 10 ans ou quelque chose comme ça. On a beaucoup de gens de droite en France, des choses amusantes d'ailleurs. Je me souviens qu'il y a, par exemple, Éric Ciotti au moment des législatives, mis devant Gabriel Attal à Boulogne, un garçon qui s'appelle Sébastien Lay, donc qui est officiellement proche du Rassemblement national, et qui, au moment de la précédente présidentielle, faisait ouvertement campagne pour Biden en disant que Trump ridiculisait les États-Unis et que c'était inadmissible d'avoir un comportement de ce type. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont, je ne dis pas que tous les gens du Rassemblement national, loin de là, et je ne le dis pas du tout, soutiennent Kamala Harris, mais ça signifie qu'il y a des gens qui sont dans la mouvance UMP, Rassemblement national, donc plutôt d'une droite assumée, qui ont toujours expliqué que Trump était un idiot et ridiculisait les États-Unis. Donc ça signifie bien quand même que en Europe, il y a un parti pris très large en faveur de Kamala Harris, pour des raisons qu'on n'explique pas forcément d'ailleurs.
Je pense qu'il y a un réflexe qui ressemble, d'ailleurs, c'est là que les gens de cette mouvance RN et Ciotti ne sont pas forcément conséquents, parce que le discours anti-Trump ressemble beaucoup au discours qui leur est servi à eux et qui revient à dire que le RN n'est pas capable de gouverner, que c'est un ramassis de mauvais candidats, etc. Donc ça, ils ne s'en rendent pas compte. Mais par ailleurs, je pense que il y a quelque chose de plus profond. Quand on regarde bien la stratégie de Marine Le Pen, elle vise à ne pas créer de grandes controverses. Au contraire, Trump est quelqu'un qui assume la controverse et qui s'assume tel qu'il est. Et je crois que là, il y a quelque chose qui gêne. Alors, en fait, l'immense majorité des critiques de Trump en France viennent des autres partis. Mais il y a ce snobisme parisien qui consiste à dire Trump est mal élevé, Trump n'est pas intelligent, ceci, cela. Il engueule les gens, voilà. Il insulte les électeurs. Alors, il y a quelque chose de profond, parce que Trump a été un entrepreneur de l'immobilier, il était connu pour passer son temps sur les chantiers à parler avec les ouvriers, avec les chefs de chantier, et donc effectivement c'est quelqu'un qui connaît le peuple et qui souvent parle pour être compris des classes populaires ou des classes moyennes peu diplômées. Et on sait bien que le vote est un vote, plus encore qu'un vote de classe. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est un vote très diplômé contre peu ou pas diplômé, le vote Harris-Trump. Alors, au passage, donc, ça fait un bout de temps que je promets de faire une vidéo sur Facebook, Cambridge Analytica et Trump. Je vais quand même essayer de la faire, mais ça prend du temps. Mais donc, c'est assez documenté, cette façon que Trump a, au fond, de jeter de l'huile sur le feu. Ce que Sarkozy faisait d'une certaine façon en clivant, ce que Macron a fait, c'est la stratégie du clivage qui est plus gagnante que la stratégie de l'apaisement. On en a discuté la semaine dernière d'ailleurs. Mais là-dessus, Trump a quand même permis à nouveau au cartel de la presse subventionnée de faire des gorges chaudes, puisqu'il a officiellement adoubé dans sa campagne une influenceuse qualifiée d'extrême droite, qui est à l'origine de cette rumeur selon laquelle les Haïtiens mangeraient les chats et les chiens. Et je trouve ça super tordant, parce qu'en plus... C'est pour ça que Marine Le Pen ne l'aime pas, c'est ça? Non, c'est pour ça qu'elle s'affiche avec des chats. C'est pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'écorcher les chats et de les manger. Mais je trouve assez emblématique de l'obsession sur laquelle, en Europe, on arrête finalement... On arrête l'opinion, c'est ah voyez, il a même dit que les Haïtiens mangeaient les chiens et les chats. Alors que tout le monde, moi dans ma famille, mon père, pendant la guerre, il a mangé du chat, parce qu'on n'avait plus grand chose à manger, donc c'est quand même pas propre aux Haïtiens. Je ne sais pas par qui tu vas être attaqué après cette révélation. Mais il paraît que c'est très bon d'ailleurs. Et donc celle-là aussi elle est faite. Dans cette affaire, tu nous dis que au fond il y a des rivalités sociologiques. Alors si on peut quand même refaire le point, je lis dans un sondage, je ne sais plus lequel, mais relayé notamment par le Wall Street Journal, que au fond, d'abord le débat Kamala Harris-Trump a eu un impact limité, mais ça se joue sur 1 ou 2 points, c'est-à-dire que selon les sondages américains, la nuance dans la réponse à la question pensez-vous que Trump ou Kamala Harris sont les mieux placés, lequel des deux est le mieux placé pour piloter l'économie? Donc sur la question économique, les différences dans les sondages entre Trump et Harris se jouent à 2 points. Alors, ceux qui ont regardé le débat pensent à 2 points de plus que c'est Kamala Harris qui sera mieux placée que Trump. Ceux qui ne l'ont pas vu pensent l'inverse. Mais globalement, en réalité, aujourd'hui, si on peut refaire un point sur qui va gagner les élections américaines, aujourd'hui, ils se tiennent la bourre tous les deux. Donc les démocrates ont marqué un point, je pense qu'on ne peut pas le contester, c'est-à-dire que Biden était très à la traîne dans les sondages. Harris a permis au fond de tenir la dragée haute à Trump, mais c'est pas gagné. Et nul ne sait combien de temps la dynamique Harris va jouer. Et il reste encore 1 mois et demi. Elle a été lente au départ, ensuite assez forte. Elle était retombée avant le débat. Elle semble repartir un peu, cette dynamique Harris.
à mesurer, hein, puisque le propre de ces débats maintenant, c'est qu'ils ne sont plus regardés que par des gens qui sont déjà décidés. Et qui ne changent pas d'avis, en fait. Mais il y a aussi tous ceux qui sont déjà décidés, qui ne regardent pas le débat. Donc, en fait, ces débats, c'est très différent du célèbre débat Kennedy-Nixon, qui a sans doute permis à Kennedy de l'emporter d'une courte tête, en 1960. C'est fini, ça. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, je dirais deux choses. C'est très serré en termes de grands électeurs anticipés dans les États, en particulier dans l'Arizona, dans le Nevada, en Caroline du Nord. Pour l'instant, les sondeurs ne sont pas capables de trancher. Il y a des sondages qui donnent l'un gagnant, d'autres qui disent ça sera l'autre, donc on ne peut pas savoir. Un tout petit indice qui est l'Ohio. L'Ohio, traditionnellement, désigne le candidat qui va gagner. Et là, Trump a une légère avance dans l'Ohio. Mais on est à 1 mois et demi, donc il est quasiment impossible de dire quoi que ce soit. Dans la pratique, tu soutiens ce que je crois être un mythe. On va quand même se taquiner un peu. J'en profite pour dire que quand je ne sais pas... C'est maintenant qu'on se dispute ? C'est maintenant qu'on se dispute. Attends, j'ai les gants de boxe. J'en profite pour dire parce que c'est vrai que les formats plus longs de Chaos Global nous permettent d'exposer des débats, de montrer que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et donc des gens disent « Ah, vous vous disputez avec Édouard Husson ». Donc on va le redire, c'est pas parce qu'on a des divergences d'appréciation qu'on se déteste, qu'on s'aime pas. Et en fait, le débat intellectuel n'a rien à voir avec de l'affect ni de l'amour. Et on peut ne pas être d'accord. C'est pas pour ça qu'on se dispute à titre personnel. Les gens me disent « Ah, mais Édouard Husson va arrêter le courrier des stratèges ». Non. Depuis qu'Édouard et moi collaborons au courrier, nous avons des divergences d'appréciation régulières et ça n'a aucune connotation personnelle. C'est même bon pour le journal. Et c'est même bon pour le journal. Donc je tiens à rassurer ceux qui se posent des questions, j'allais dire un peu naïves. Sur le fond, Édouard, tu colportes la rumeur, le mythe urbain, la légende urbaine selon laquelle Trump a le soutien des classes populaires. Mais moi, je lis dans les sondages qui sortent que, au fond, les blue collars, c'est-à-dire les cols bleus américains, votent plutôt Harris et que Donald Trump est plutôt le candidat des riches et que Kamala Harris, avec notamment les projets de réforme fiscale ou de limitation des niches fiscales, puisque de la niche fiscale, d'optimisation fiscale, il y en a aussi et beaucoup aux États-Unis, plus que chez nous d'ailleurs. Au fond, Kamala Harris est parvenue à ancrer Donald Trump dans l'image du candidat des riches contre le candidat des pauvres, un peu coloré, etc. Alors, j'ai vu des sondages qui sont moins clairs que ce que tu dis et qui montrent que chez les ouvriers, Trump a des atouts, mais entendu, je vais vérifier pour comparer les sondages entre eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui persiste 2016, 2020, 2024, c'est que plus on est diplômé, plus on vote pour Harris, et moins on est diplômé, plus on a tendance à voter pour Trump. Ce qui peut faire la différence, c'est le fait qu'il y a plus d'abstention dans les classes populaires. Donc ces choses-là, il faut les regarder. Pour le reste, c'est difficile de dire pour l'instant si Kamala Harris inverse une tendance qui était une tendance lourde des dernières élections où les démocrates avaient largement perdu l'électorat ouvrier. Et si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que Kamala Harris réussirait quelque chose que Biden et même Obama n'avaient pas réussi. Oui, mais est-ce qu'au fond, cette image de Donald Trump candidat des braves gens, des gens du peuple, on va dire ça comme ça, du petit peuple, comme dirait Michel Barnier, le candidat d'en bas, est-ce que c'est pas une image surtout européenne? C'est-à-dire que moi je vois bien dans les lecteurs qu'on a, les réactions, les commentaires, puis quand j'écoute ce qui se dit, il y a quand même en Europe le mythe qu'au fond, Trump, c'est le candidat souverainiste contre l'élite mondialiste, et qui est un
un fossé qui existe dans notre tête, puisque en Europe, probablement de façon, à mon avis, plus marquée aux États-Unis, puisque le problème du populisme ou du souverainisme ne se pose pas de la même façon aux États-Unis qu'en Europe. Autant en Europe, effectivement, il y a bien un affrontement que plus personne ne conteste entre les souverainistes qualifiés de populistes, d'extrême droite. Alors, il y a de nombreux noms d'oiseaux qui circulent à leur sujet, mais qui au fond disent nous voulons un ordre fondé sur les décisions d'en bas, ce que j'appelle les décisions horizontales, la société liquide, sur nos traditions nationales, sur un ordre proche de ce que nous sommes. Et nous sommes aujourd'hui sous la domination d'une caste mondialiste qui nous impose d'en haut dès l'Union européenne, des directives, des Digital Services Act, qui imposent la censure, etc. Ça, c'est un fossé très européen. Et où nous avons l'habitude de dénoncer le poids des États-Unis et notre vassalisation vis-à-vis des États-Unis dans cette structure. Mais précisément aux États-Unis, ni Trump ni Harris ne peuvent, d'une façon ou d'une autre, contester la souveraineté des États-Unis sur le reste de l'Occident. Alors, on est d'accord, il y a malgré tout une carte géographique frappante, c'est que Trump va avoir l'immense majorité des États qui constituent le centre des États-Unis, ce qu'on appelle le Middle West, mais en fait c'est quelque chose de plus étendu que ça. Et comme d'habitude, Kamala Harris va avoir plutôt les côtes, et alors qui sont souvent des États comme la Californie qui rapportent plus de grands électeurs parce qu'ils sont plus peuplés. Donc ça, c'est, je pense, un affrontement. Le deuxième affrontement, il est entre, on va dire, les globalistes et les patriotes. Alors, tout le monde est souverainiste aux États-Unis puisque les États-Unis sont souverains. Ils ne renoncent pas à leur souveraineté, à la différence des pays membres de l'Union européenne. En revanche, il y a deux options. Il y a l'option dont on parle souvent, on va peut-être en reparler tout à l'heure sur l'Ukraine ou sur Gaza, qui est celle des néoconservateurs, de ceux qu'on appelle les globalistes ou les mondialistes. Et puis, il y a une tendance Trump qui est une tendance voulant modérer la politique impériale et voulant ramener les États-Unis, les recentrer sur eux-mêmes. Et dans ce deuxième camp, il y a de plus en plus de gens des classes aisées, alors qu'on peut dire qu'en 2016, les néoconservateurs et les néolibéraux, pour essayer de regrouper les deux tendances, étaient d'accord pour être contre Trump. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de membres de l'élite, on a parlé d'Elon Musk, mais il y en a un certain nombre d'autres, qui se sont ralliés à Trump. Alors, c'est le débat que j'ai régulièrement avec Thierry Messant, que nous aurons avec lui à l'avenir, puisque nous ferons des émissions avec Thierry Messant et avec Édouard, et des émissions avec Thierry Messant seul. Mais Thierry Messant souligne régulièrement que Trump est un jacksonien, c'est-à-dire que selon lui, la domination américaine doit au fond ne plus être militaire, mais elle doit d'abord être une logique commerciale, et les Jacksoniens considèrent qu'il faut faire la paix par le commerce et non pas par l'ordre militaire. Mais c'est quand même du protectionnisme. Fondamentalement, Trump annonce une guerre commerciale, le retour à la guerre commerciale, ce qui fait que les Chinois, par exemple, n'ont pas du tout envie de voir Trump revenir, mais Trump est fondamentalement un protectionniste. En fait, la préoccupation de Trump, c'est la fragilité du dollar. On peut analyser la politique de son premier mandat systématiquement comme une politique de défense du dollar, et là, il considère que le dollar est encore plus affaibli, et donc il va falloir le défendre d'autant plus. Il est même allé jusqu'à dire qu'il y aurait des tarifs de 100% sur des États qui cessaient de commercer en dollars. Ce sont les limites de l'approche de Trump aujourd'hui, dans la mesure où, effectivement, par rapport à 2016, et en grande partie par la faute de Biden, la situation américaine dans le monde s'est détériorée, et en particulier les sanctions anti-russes
ont convaincu un certain nombre d'États qu'il fallait sortir du système dollar, parce que sinon on pouvait, pour un oui, pour un non, être sanctionné. Donc on a le paradoxe d'un Trump qui a tendance à raidir ses positions de 2016 parce qu'elles sont, et de les rendre, moins efficaces, vraisemblablement, d'être moins efficaces que ce que pouvait être en 2016 une politique de protectionnisme, disant je veux ramener de l'emploi industriel, et puis par ailleurs disant je me réconcilie avec l'Arabie Saoudite et je me retourne contre l'Iran. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite est traditionnellement un soutien du dollar. Alors ça, Biden l'a complètement fait voler en éclats, et Trump se trouve devant une vraie difficulté, c'est qu'il va devoir gérer, si c'est lui qui est élu, toutes les impasses de la période Biden. Alors, on va parler de ces impasses, mais je voudrais quand même enfoncer le clou. Ce que tu dis quand même souligne, mais je partage ce que tu dis, souligne l'illusion naïve qu'ont un certain nombre d'Européens, notamment de souverainistes européens, notamment parmi ceux qui nous regardent, cette illusion naïve selon laquelle, au fond, Trump est leur allié et en même temps vivent la dédollarisation. Trump n'est pas du tout l'ami de la dédollarisation, comme certains nous disent « Ah, on déteste le dollar, les BRICS vont nous sauver », mais Trump n'est pas l'ami des BRICS. Alors, on peut prendre un exemple concret. Trump était à fond contre Nord Stream, le pipeline qui allait de Russie en Allemagne. Et il avait dit que tant qu'il serait président, Nord Stream ne verrait pas le jour. Alors, est-ce qu'il l'aurait fait sauter comme Biden l'a fait? Peut-être pas. Il aurait sans doute utilisé des moyens de coercition commerciaux, financiers, etc. Donc, c'est un bon exemple. Personnellement, j'admire Trump parce que je considère qu'il aime le peuple américain, qu'il aime les États-Unis et qu'il veut le bien des États-Unis. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que veut Trump, puisque ce que veut Trump est souvent hostile à l'Europe. Je crois qu'il faut être capable d'avoir un point de vue nuancé comme ça. Voilà, donc il faut le redire, parce que je vois ça, vous critiquez Trump, etc. On a eu ça après le podcast avec Thierry Messant, on disait mais vous êtes pour ceci, vous êtes pour cela. Non, en réalité, la réalité est complexe. Tout le problème, c'est que la réalité est complexe et qu'on ne peut pas la réduire à un combat Netflix du bien contre le mal. Et je sais qu'on fait un peu de travail d'éducation condescendante, je l'assume, mais il faut redire aux gens que certains ont du mal à comprendre que le monde, c'est pas un choix moral entre le bien et le mal. On va le répéter. La politique, c'est pas une question de morale. La politique, c'est une question de défense de ses intérêts. Et il faut, à un moment donné, dissiper le côté bisounours. Nous, on est pour le bien, pour un monde gentil, humaniste, etc. Et Trump est un humaniste. Non, Trump n'est pas un humaniste. Il défend les intérêts du peuple américain et ses intérêts ne sont pas les nôtres. Ça ne signifie pas que ce soit un abruti, ça ne signifie pas qu'on le dénigre, ça signifie que simplement on replace les choses dans leur complexité. On va continuer dans la complexité. Il y a beaucoup d'agitation, notamment autour d'une guerre nucléaire avec l'Ukraine qui a servi de feuilleton pour la presse subventionnée. La semaine dernière, nous en avons pris notre part puisque nous avons fait une émission. Tu as fait un article, on a fait une émission ponctuelle vendredi sur le risque d'un conflit nucléaire. Dans la pratique, les peurs, ça agite tout le monde, c'est toujours très pratique. Nous, on l'a traité de façon rationnelle. Est-ce que cette mise en scène d'une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, on va en parler, et l'OTAN, qui n'est toujours pas tranchée, est-ce que cette mise en scène cache quelque chose, Édouard? Alors, premièrement, il faut bien comprendre, et ça c'est la transition naturelle avec notre sujet précédent. De même que Trump est quelqu'un de complexe, aujourd'hui, ce qu'on appelle le bloc ou l'État profond, moi que j'appelle le pouvoir washingtonien, est profondément divisé. Exemple, le State Department d'Anthony Blinken continue à pousser pour un soutien sans faille à l'Ukraine. Le Pentagone, lui, est beaucoup plus réservé. Et pour une raison simple, c'est que le Pentagone, c'est l'état réel de l'arsenal nucléaire américain qui a pris du retard en termes de modernisation sur l'arsenal russe et chinois.
Donc le Pentagone voudrait, non pas par altruisme, par pacifisme, dit n'allons pas trop vite sur cette question des missiles en profondeur, parce qu'on n'est pas prêt à un bras de fer nucléaire. Le State Department, au contraire, dit si, il faut y aller, c'est vital pour sauver l'Ukraine. Alors ensuite... Je te coupe, mais là aussi je fais de la pédagogie. Ceux qui sont déjà au parfum nous en voudront pas, j'espère, mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qu'on appelle le Deep State, et qui est souvent représenté, je vais refaire un peu de provoque, mais c'est utile parce que je vois bien qu'il y a un problème de maturité intellectuelle. Plein de gens me disent, la franc-maçonnerie, il y a 3 cerveaux qui décident et tout le monde obéit, le petit doigt sur la couture du pantalon. Le Deep State, il y a 5 personnes qui décident et puis tout le monde obéit de façon monolithique, le petit doigt sur la couture du pantalon. Et puis derrière, tout est écrit, tout est décidé, on ne peut rien faire, ils sont plus puissants que nous, on est juste là pour obéir. Et c'est Satan, etc. Toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas comme ça que ça se joue, c'est qu'il y a des forces contradictoires au sein du Deep State américain, il y a des faucons, il y a des colombes, et il n'y a pas un projet unanimiste, monolithique, mûri, qui se déploie avec un calendrier, on a vu notamment au moment du Covid, un calendrier sur 5 ans, sur tout ce qui allait se passer, parce que tout est écrit. Ça, c'est du pipeau, c'est du pipi de chat. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est un énorme sujet. Il faut comprendre que le mode de gouvernance de ce qu'on appelle la caste aux États-Unis et les élites occidentales, ça n'est pas la dictature. C'est une délibération permanente entre gens très riches et très puissants. Et donc c'est normal qu'il y ait des désaccords. Alors il y a eu des moments d'assez grand accord. Par exemple, sont plus que 5 ou 6 réunis dans une pièce. C'est pas les familles new-yorkaises. Non, je pense que il faudrait un jour faire un relevé de tous les clubs, et j'utilise ce terme de club parce que c'est une habitude qui nous vient de chez les Britanniques, de chez les Anglais même, on pourrait dire. Ce sont des clubs. Alors, il y a certains clubs dont on parle beaucoup, comme Davos, comme Bilderberg. Alors ça, les gens fantasment en disant c'est là que ça se décide. La trilatérale dont nous allons parler dans 10 jours avec Thierry Messon. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a sans doute une centaine de clubs de ce type qui se rencontrent, où les gens se rencontrent. Plus ou moins de droite, plus ou moins de gauche, voilà. Plus ou moins conservateur, plus ou moins... Si on prend par exemple la question du renseignement, c'est très important, le renseignement, les services de renseignement sont très actifs, et en particulier pour un ensemble de manipulation, de déstabilisation. Et bien moi je vois déjà 2 rencontres annuelles, l'une qui se passe en Israël, dans une université qui est un peu au nord de Tel Aviv, et où il y a une rencontre annuelle sur les enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et puis il y a une autre rencontre qui est organisée par les Five Eyes, les 5 services secrets, services de renseignement des pays anglophones, qui se passe en Australie. Et lors de ces 2 réunions, on ne dit pas c'est ça qui va se passer. Les gens discutent. Où est-ce qu'on en est de la lutte antiterroriste? Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les dangers, pensez-vous, etc. Alors, ensuite, évidemment, il y a des gens qui sont plus influents dans ces clubs. C'est là qu'on va prendre des décisions. Par exemple, je vais donner un exemple, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait un débat, après le 11 septembre, est-ce qu'il faut continuer avec l'Arabie Saoudite ou pas? Et alors, il y avait les républicains de Bush avaient tendance à dire non, on va s'éloigner des Saoudiens et on va travailler avec les chiites irakiens. Mais on va s'arrêter là, parce que c'est pas possible de travailler avec l'Iran. Obama a dit si, moi je veux travailler avec l'Iran. Voilà le type de nuance. Il n'empêche qu'il y avait effectivement une option pro-chiite, anti-sunnite, que Trump a annulée quand il est arrivé en 2016, puisqu'il est revenu à l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Et Biden a essayé de ménager la chèvre et le chou après. Bon, donc tout ça pour dire, ces choses-là sont débattues en ce moment, et en ce moment, c'est plus simplement... C'est un débat permanent. C'est un débat permanent. Il n'y a pas un moment donné, on dit on arbitre, et puis on déroule le plan. Il y a toujours des contradictions. Surtout qu'en ce moment, l'élite américaine, l'élite washingtonienne est en grande difficulté, parce que l'Ukraine ne gagne pas la guerre, parce que Israël est attaqué sur différents fronts et que c'est compliqué, et puis parce que la situation avec la Chine est tendue.
Alors il y a les fous furieux qui vont dire on est capable de mener une guerre sur les 3 fronts. Sauf que les Houthis, les rebelles Houthis, Ansar Allah, ils ont été capables d'intimider la marine américaine avec relativement peu de missiles en mer Rouge. Ils ont obligé le porte-avions Eisenhower à reculer, et surtout qu'ils l'avaient touché par un missile. Ils ont quand même touché le pont d'un porte-avions américain. Alors, à partir de là, il y a des réalistes au Pentagone qui disent on a peut-être eu plus grands yeux que grand ventre, et donc on va peut-être ça jouer modéré. Ça nous ramène au débat sur les frappes en profondeur en Ukraine. Le Pentagone dit quand Poutine nous menace de représailles importantes, faudrait peut-être l'écouter. Et alors toutes ces choses-là arrivent à la Maison-Blanche, et la Maison-Blanche arbitre. On ne sait jamais à l'avance de quel côté la pièce va retomber. Non. Et en ce moment, il y a une situation difficile pour les Américains parce que Biden passe plus de temps dans ses résidences ou à la plage, on a vu des photos, qu'à la Maison-Blanche, donc qui gouverne. Et ça nous donne d'ailleurs une clé. Souvent, les gens ne réfléchissent pas assez, mais déclencher une guerre nucléaire, c'est quand même le président des États-Unis qui doit le faire. Au bout du compte. Alors même si c'est très encadré, même s'il y a des boutons, des clés et tout ce qu'on veut, c'est très encadré. Mais il n'y a pas de président actuellement aux États-Unis. De jure si, mais de facto. Ce qui est quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une agitation en Ukraine, une agitation en Israël, on va en dire quelques mots, et un président finissant, c'est-à-dire qu'il lui reste 2 mois, 3 mois à faire. Ah. Kamala Harris est candidate, mais elle est toujours vice-présidente. Elle ne peut pas appuyer sur le bouton nucléaire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et alors, c'est cette surenchère avec ceux qui disent si, il faut appuyer les Ukrainiens, puis d'autres qui disent non, modérez-vous s'il vous plaît. C'est aussi la marque d'un pouvoir divisé. Et le Deep State ou le Blob ou Washington est plus divisé qu'il n'a jamais été. C'est ça qu'il faut dire en ce moment. Alors, il n'empêche, voir le Docteur Folamour, qui était une comédie grinçante, mais qui montre bien qu'il peut y avoir un dérapage. Je rappelle que l'intrigue dans le Docteur Folamour, on rappelle tous les B-52 qui sont partis avec des bombes nucléaires pour bombarder l'Union soviétique, sauf qu'il y en a un qu'on n'arrive plus à joindre. Et c'est celui qui va déclencher la catastrophe. Donc on voit bien le danger de ce type de situation où le pouvoir n'est pas tenu d'une main ferme, d'un côté. De l'autre, on peut penser malgré tout que le Pentagone sait de quoi il parle quand il laisse circuler des rapports disant il serait peut-être temps de faire des choix et d'investir plus dans notre armement nucléaire. Pour en revenir au sujet, puisque je t'ai fait diverger pour la bonne cause, le théâtre d'opération le plus important aujourd'hui, alors il y a le Venezuela, le Nicaragua, on n'en parle jamais, mais il y a la Chine, Taïwan, la Russie, l'Ukraine, Israël, l'Iran. Quel est le théâtre d'opération le plus important aujourd'hui pour le Deep State américain, en moyenne, si j'ose dire, puisque tu nous expliques qu'au fond, et je partage ce que tu dis, il y a check and balances, tout le monde s'empoigne et puis on ne sait jamais qui va gagner. C'est quoi aujourd'hui le sujet? Je finis de répondre donc à la question. Effectivement, on avait fait une digression. Le théâtre d'opération le plus important aujourd'hui, c'est Israël. Et pourquoi? Parce que pour la première fois de son histoire, Israël est en grande difficulté. Il y a au moins une centaine de milliers d'habitants qui au nord ne peuvent plus habiter dans leur colonies, dans leurs installations. Il y a eu un missile Houthi envoyé par Ansar Allah qui est tombé sur Jaffa. Et qui n'a pas été arrêté. Alors, les Houthis disent, ou certains médias disent un missile hypersonique, j'attends de voir, en tout cas un missile suffisamment rapide pour déjouer le dôme de fer, donc vraisemblablement livré par l'Iran. Ah, au passage, est-ce que c'est pas une des représailles de l'Iran qui a commencé? On dit que l'Iran, par ailleurs, approvisionne l'armée russe en missiles. Alors, on en fait beaucoup de foin. Je crois qu'il faut comprendre que le souci russe, c'est en cas d'escalade du conflit, est-ce qu'ils auront assez de munitions? On sait que
les Américains et les Occidentaux n'ont pas assez de munitions, sont en retard, mais du côté russe, on veut être sûr s'il y a une intensification du conflit, d'où les pourparlers avec la Corée du Nord, avec des livraisons de la Corée du Nord, d'où les pourparlers avec l'Iran, en sachant qu'en fait ce sont des échanges. C'est-à-dire qu'il y a tel type de missile qui a été livré à la Russie, mais en échange, la Russie a transféré un certain nombre d'éléments de défense pour le cas d'une guerre entre Israël et l'Iran. Et c'est là que ça commence à devenir complexe pour nos amis du Deep State américain, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'interconnexions entre les deux conflits. Et que on voit bien que la tentation de Netanyahou, c'est une guerre contre l'Iran, avoir enfin la guerre contre l'Iran à laquelle il pense depuis 25 ans. Et qui unira tout le monde derrière lui, pense-t-il. Pas tout l'Occident. Voilà. Or, de plus en plus, évidemment, la Chine et la Russie font comprendre aux États-Unis qu'il n'est pas question d'attaquer l'Iran. Mais dans l'affaire, la situation en Israël, puisque tu nous dis c'est au fond le point névralgique, alors moi j'ai toujours fait partie de ceux qui disaient que au fond la faille du monde occidental, c'est la Palestine, historiquement, pas depuis 1948, mais depuis bien plus longtemps, puisque ça fait des années que le salut du monde vient de Palestine, au moins 2000 ans, et donc on a un problème, nous les Occidentaux, avec cette histoire de Palestine depuis très très longtemps. Dans la pratique, c'est quoi la situation aujourd'hui dans la guerre Hezbollah, Hamas, pardon, la guerre Hamas-Israël, Gaza-Israël, et puis Cisjordanie-Israël, on en est où et quels sont les projets de Netanyahou connus de nous sur ce sujet? Alors, c'est d'autant plus intéressant que, pour boucler sur notre sujet précédent, je crois qu'il y a une surexposition du conflit ukrainien parce que le pouvoir washingtonien ne voudrait pas que les médias soient trop sur la situation en Israël. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Pour donner un exemple, la semaine dernière, le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a dit qu'il y avait eu une douzaine de bataillons détruits dans l'affrontement avec le Hamas et les autres mouvements palestiniens à Gaza. Une douzaine de bataillons mis hors de combat, c'est énorme. Alors, un bataillon, il faudrait préciser, j'ai demandé 2000 hommes non, c'est moins que ça, c'est plutôt entre 600 et 1000 selon les armées. J'ai demandé à des officiers de me vérifier. On est plutôt à 800. Alors, et surtout ce que m'a expliqué de très intéressant un officier, c'est que pour mettre un bataillon hors de combat, ça ne veut pas dire qu'on a tué tous les hommes. Ça veut dire qu'on en a blessé ou tué au moins un tiers. Donc ça veut dire qu'il y a des questions, logistiques, il y a des questions d'organisation, et contrairement à ce que dit Netanyahou, l'armée israélienne ne gagne pas la guerre contre le Hamas et contre les autres mouvements combattants palestiniens. Donc ça, c'est une première nouvelle, et il y a eu des pertes énormes. Yair Lapid parle de 10 000 blessés, c'est sans doute plus. On a parlé de 600-700 tués de l'armée israélienne. En fait, vraisemblablement, c'est beaucoup plus. Le gouvernement israélien exagère les pertes du Hamas. Il dit qu'il y a eu jusqu'à 25 000 hommes du Hamas tués. Vraisemblablement, c'est plutôt le tiers. Donc tout ça est très incertain. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que le Hamas et les autres mouvements combattants continuent à recruter. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les pertes des Gazaouis, là je parle des pertes des civils, on donne plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Et donc je pense que ça veut dire quelque chose de très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont partis combattre avec le Hamas et qui profitent de la protection des tunnels. Et donc ça, c'est une réalité. Alors il y a cette guerre-là. Il y a la guerre au nord avec le Hezbollah, et on voit bien qu'il y a une partie du gouvernement et de l'armée qui pousse pour cette guerre, sauf que une autre partie, là encore un débat, si on parle de deep state israélien, il n'est pas uni sur le sujet. Il y a une partie de l'armée et des services de renseignement qui dit attention, on a déjà été obligé de déplacer une centaine de milliers de personnes qui ne peuvent plus habiter dans le nord de la Galilée en particulier, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une vraie guerre entre
entre le Hezbollah et Israël. Il faut se rappeler que les deux guerres précédentes, en 2000 et en 2006, ont été de facto perdues par Israël. Troisième front ouvert par les Israéliens, c'est la Cisjordanie, où on voit une intensification des opérations de police qui deviennent de plus en plus des opérations militaires, avec l'idée d'éradiquer les terroristes en Cisjordanie. Bon, ça peut être le prélude à une opération de type Gaza pour essayer de chasser les Palestiniens de Cisjordanie. Il n'empêche que ça fait un front de plus. Là-dessus, il y a toujours la frappe iranienne, la fameuse frappe en représailles à l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, donc le leader du Hamas à Téhéran. Les Iraniens n'ont pas apprécié que ça se passe sur leur sol, et il y a une représaille attendue suspendue, et qui fait très peur à une partie de la société israélienne, parce qu'on a peur que l'Iran frappe les plateformes gazières qui approvisionnent, qui sont en Méditerranée au large des côtes et qui approvisionnent Israël. Et puis il y a ce qu'on disait tout à l'heure, Ansar Allah, les Yéménites, qui visiblement aujourd'hui ont les moyens de frapper le territoire israélien en trompant la défense du dôme de fer. Ça fait beaucoup. Concrètement, est-ce qu'on peut imaginer que les Israéliens sont en train de donner tout ce qu'ils ont, si j'ose dire, avant une potentielle arrivée d'un nouveau président aux États-Unis, quel qu'il soit? Il y aura un nouveau président, on en est sûr, parce que, au fond, les États-Unis sont en situation d'affaiblissement, ils font un peu ce qu'ils veulent, et nul ne sait quelles options seront choisies. Ce qui est probable, c'est que Blinken soit débarqué en janvier 2025 et que, au fond, on est en train. Il faudrait surtout pas lâcher la proie pour l'ombre. Est-ce qu'il y a ce calcul aujourd'hui du pire? Il y a ce calcul. Netanyahou se rend à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre, a-t-on annoncé. Donc visiblement, il a l'intention de négocier un certain nombre de choses. Alors là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, puisque je reviens à l'histoire des missiles qui doivent frapper en profondeur en Ukraine. On a dit, il n'y aura pas de décision maintenant, mais peut-être au moment de l'Assemblée générale. Je n'arrive pas à expliquer le lien, peut-être que quelqu'un m'éclairera là-dessus, entre la question de l'Ukraine et la question de l'Assemblée générale, d'autant plus que l'immense majorité de l'Assemblée générale est neutre sur le conflit ukrainien. Et par ailleurs, elle est majoritairement pro-palestinienne concernant Gaza. Donc, ça veut dire qu'il y aura sans doute des discussions à ce moment-là. Personnellement, je pense que le débat sur l'Ukraine et les frappes en profondeur va être tranché au détriment de Zelensky. Pourquoi tu penses ça? Parce que... Alors on le redit, puisque oui. Il y a peut-être des gens qui ont... Donc Zelensky a fait la tournée des popotes, ou les Ukrainiens ont fait la tournée des popotes, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en disant autorisez-nous à utiliser vos missiles à longue portée. Alors la longue portée, c'est 300 km, pour frapper au cœur du territoire russe, pour au fond affaiblir la Russie. L'offensive de Koursk qui a marché, c'est une grande réussite. Ça prouve que si on passe à l'offensive, on affaiblit Poutine. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne font mine d'avoir un débat sur est-ce qu'on autorise Zelensky à faire ça ou pas. Alors il y a une partie du pouvoir américain qui pense que Zelensky est devenu incontrôlable. Par exemple, quand Zelensky dit c'est dommage, dans tous les cas, même s'ils nous autorisent à des frappes, ils ne nous autoriseront pas à frapper le Kremlin. Ça va trop loin, évidemment, pour les Américains. Surtout qu'il y a eu, et ça a été vérifié, il y a eu un projet d'attentat contre Poutine le 28 juillet lorsqu'il était à Saint-Pétersbourg. Alors est-ce que c'était des drones sous-marins qui étaient prévus? Est-ce que c'était autre chose? Toujours est-il que... Quelles sont les sources de cette information? Alors les sources de cette information sont au départ le vice-ministre russe des Affaires étrangères qui a fait savoir publiquement que le ministre de la Défense avait contacté son homologue américain pour lui faire part d'un grand mécontentement des Russes. Là-dessus, il y a eu des sources turques qui l'ont confirmé. Il y a eu d'autre part des sources américaines qui se sont mises à faire du damage control, comme on dit aux États-Unis, du contrôle des dégâts,
parce que on a commencé à dire mais non, mais en fait les Américains ne voulaient pas de ça, c'est les Ukrainiens. Alors à partir du moment où on dit les Américains ne voulaient pas de ça, c'est les Ukrainiens, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Qu'on était au courant. On était au courant. Au minimum. Et il semble qu'effectivement il y a eu un message extrêmement clair et brutal dans son contenu de Belousov à Lloyd Austin en disant que ce genre de petite plaisanterie, ça ne pouvait pas se reproduire, sinon il y aurait des représailles russes directement contre les États-Unis. Donc il y a ce contexte-là. Je pense que Zelensky est en bout de course et que la grande question des Américains, c'est de savoir quand le débrancher. Avant l'élection présidentielle, ça serait mauvais pour Kamala Harris, donc ça sera plutôt après. Et la question, c'est qui voudra prendre la place. Donc concrètement, toi, ce que tu nous dis, c'est que l'objectif de guerre principal, si j'ose dire, des États-Unis, c'est d'éviter une débandade en Israël. Et Netanyahou le sait et il en profite, et qu'au fond, on est en train de cacher la misère. C'est-à-dire que moi, je lis quand même dans la presse anglo-saxonne le fait que en Cisjordanie, c'est pratiquement la même situation qu'à Gaza. L'armée israélienne se livre à des exactions contre les populations civiles et qu'au fond, il y a un projet de gain maximal d'Israël en termes d'occupation des territoires, y compris un débat, on n'a pas eu le temps de rentrer dans ces détails, mais à Gaza, les discussions entre le Hamas et Israël achoppent sur le maintien de troupes israéliennes sur certains couloirs, puisqu'au fond, les Israéliens veulent lâcher une partie de Gaza, mais veulent quand même continuer à, d'une certaine façon, transformer Gaza en une prison à ciel ouvert qu'ils contrôleraient mieux que jusqu'ici. Donc on voit bien qu'en Israël, il y a, sous Netanyahou, des projets territoriaux et des projets d'extension de la domination militaire israélienne sur les territoires palestiniens, et que ça, aujourd'hui, c'est une préoccupation américaine, et les Américains ne veulent pas d'abord qu'on s'occupe de la façon dont les Israéliens maximisent leurs gains, si j'ose dire, et ils n'ont pas envie de le lâcher, alors qu'au fond, l'Ukraine, ils s'en foutent un peu. Alors, l'Ukraine, en même temps, géopolitiquement, pour eux, ça reste important. Et s'ils échouent là-bas, c'est l'échec du grand projet que Brzezinski avait eu en tête, d'affaiblir la Russie. Donc, l'idée, je pense, il y a deux camps. Il y a ceux qui voudraient pousser les feux, en suivant Zelensky et Blinken, et puis il y a ceux qui voudraient entretenir une guerre de basse ou moyenne intensité pour mobiliser les Russes à cet endroit-là. Les mobiliser d'autant plus que la peur des Américains, c'est que les Russes se mêlent de ce qui se passe au Proche-Orient, exactement comme ils l'ont fait en Syrie à partir de septembre 2015. Alors là-dessus, effectivement, il faut souligner que ce qui est absolument atroce, c'est le fait que les violences de masse, et on peut même parler maintenant de génocide à Gaza, continuent. C'est atroce. Je rappelle quand même qu'on en est au 345e jour et qu'il y a d'exactions quotidiennes. D'exactions quotidiennes avec officiellement 40 000 tués et à peu près 180 000 blessés. Il y a eu un article sur une population de 2,3 millions. Voilà. Il y a eu un article dans le Lancet, donc publié par des médecins palestiniens, mais avec toute la rigueur scientifique qui s'imposait, pour expliquer que vraisemblablement on aurait 4 à 5 fois plus de tués au bout du compte, parce qu'il y a la sous-alimentation, les épidémies puis des blessés profonds. Des blessés profonds, et il va y avoir, il y a l'automne qui arrive avec, même si c'est un climat plus clément qu'ailleurs, malgré tout, il fait froid la nuit sur le territoire de Gaza au milieu de l'automne. Donc, il y a ça en tête. Il y a ce qu'on disait sur la Cisjordanie. Moi, ce que je remarque, c'est que derrière sa combativité, Netanyahou est quand même beaucoup plus nerveux que ce qu'on pourrait attendre. Et il y a eu un épisode tragicomique samedi où le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué dénonçant l'émission de mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale contre Netanyahou.
et puis on l'a retiré tout de suite parce qu'en fait la Cour n'avait rien publié. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup de nervosité du côté israélien. Donc dans la pratique, on reste branché sur toutes ces affaires. Toi, au fond, tu nous dis parce qu'on ne l'a pas relevé, on n'a pas le temps de tout faire, mais Poutine est en train de développer l'installation d'entreprises russes sur notamment des banques sur les portions d'Ukraine qu'il a conquises à l'occasion de cette guerre. Est-ce que ça nourrit, mais j'entends ce que tu suggères, c'est que est-ce qu'on sait déjà quels sont les termes d'une paix négociée après janvier 2025 et en Ukraine et en Israël, puisqu'on voit bien que tout le monde cherche à maximiser ses gains jusqu'aux élections américaines, et ensuite il faudra tourner une page. Alors Poutine dit, il l'a dit à Vladivostok il y a quelques jours, il dit en fait les accords d'Istanbul qui n'ont pas été signés étaient une bonne base. Donc deux négociations qui ont eu lieu dès 2022. En mars 2022, qui sont arrêtées, en fait, les négos se sont arrêtés en avril, au 15 avril 2022. Entre l'Ukraine et la Russie. Sauf que quand on regarde de près, oui, à l'époque, l'Ukraine était prête à accepter un certain nombre de choses, mais les Russes étaient intransigeants sur les effectifs de l'armée ukrainienne, qu'ils voulaient faire passer en dessous de 100 000 hommes. Et donc ça, il faudra que les Américains négocient là-dessus. Deuxièmement, les accords d'Istanbul ne comprenaient pas de négociations sur les frontières, sur les nouvelles frontières. Alors, entre-temps, les Russes ont avancé, on peut imaginer qu'ils vont avancer plus, et donc le chancelier Scholz a vendu un peu la mèche il y a quelques jours, il y a 10 jours, puisqu'on sait qu'il travaille, lui, sur un plan de paix où l'Ukraine accepte de perdre une partie des territoires occupés par les Russes. Bon, les Russes, en fait, vont demander sans doute d'aller sur une ligne Kharkov-Odessa, hein, c'est comme ça que ça risque de se finir au début de l'année prochaine. Et en Israël ? En Israël, je pense que ça va être beaucoup plus dur et que ça va durer encore énormément. Moi, je m'attends à une montée en puissance de l'Iran par Yéménites et Hezbollah interposés. Je crois que la politique israélienne est dans une impasse parce que Netanyahou est certes affaibli, mais personne n'a envie de le remplacer. Donc moi, je m'attends plutôt à une guerre qui continue, au-delà même de négociations de cessez-le-feu, qui peut-être aboutiront avec un nouveau président américain. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 rendez-vous, le chaos global du lundi, puis notre émission du mercredi, la fin d'un monde avec Thierry Messon, sous forme de podcast, mais il y aura un Messon en dehors du podcast. On parlera de la trilatérale dans la fin d'un monde et du soft power qu'on a effleuré aujourd'hui, enfin qu'on a commencé à aborder. Et puis n'oubliez pas la chaîne podcast que nous avons créée. Le lien se trouve dans l'article Courrier des Stratèges qui se trouve en lien avec cette vidéo. Abonnez-vous au Courrier des Stratèges. C'est pas cher et c'est de qualité. C'est une information rigoureuse et indépendante. Et puis suivez-nous sur Telegram, sur X, sur Facebook. Il y a une page Courrier des Stratèges sur Facebook. À très bientôt.